Bonjour à tous. Donc, je vous propose de plonger dans la biologie des rythmes. Voilà. Très bien. Notre planète Terre nous soumet périodiquement à des alternances de lumière et d'obscurité. Et pour faire face à ces changements périodiques, les êtres vivants ont mis en place des stratégies d'adaptation, parmi lesquelles les rythmes biologiques. Un rythme biologique est une variation prévisible d'un phénomène au cours d'un temps donné. La journée, le mois, la saison. Et l'existence même de ces rythmes biologiques reflète la nécessité pour certains événements de se produire plutôt à un moment qu'un autre d'une période de temps donnée. L'homme est donc fondamentalement rythmique. Et il se trouve que nos rythmes biologiques nous prédisposent à être actifs de jour et à dormir la nuit. L'homme est donc rythmique et l'homme est diurne. Et nous allons voir pourquoi ça va poser problème dans le cadre du travail de nuit. Les rythmes sont définis selon leur période. Les rythmes qui vont particulièrement nous intéresser dans le cadre du travail de nuit sont les rythmes dits circadiens. Un rythme circadien, ça vient d'un terme latin qui signifie environ un jour. Donc un rythme circadien est un rythme dont la période est d'environ 24 heures, mais également c'est un rythme qui est d'origine endogène. Et ça, c'est extrêmement important, nous allons y revenir. Tous les êtres vivants expriment des rythmes circadiens, que ce soit les plantes, les insectes, les poissons et bien sûr les mammifères. Voici à titre d'exemple quelques rythmes circadiens bien connus. Le sommeil, bien sûr, avec les différentes phases du sommeil, le sommeil lent en début de nuit, le sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit, notre température interne, nos mouvements musculaires, notre coordination motrice, notre tension artérielle, etc., etc., le rythme de certaines hormones, comme la mélatonine, par exemple, qui est sécrétée exclusivement la nuit. Voici donc un panel, un exemple de l'ensemble des rythmes circadiens que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, comment ce système circadien, puisqu'on parle de système circadien, est organisé? Eh bien, il est organisé autour d'horloges. Nous avons une horloge principale qui est localisée dans le cerveau, dans une petite structure au niveau de notre cerveau, qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Et nous avons des horloges périphériques ou dites secondaires qui sont localisées dans l'ensemble de notre organisme. Et l'ensemble de ce système est coordonné avec l'horloge principale qui coordonne les horloges secondaires. On prend souvent l'image qui reflète assez bien la réalité d'un orchestre. Le corps, finalement, est comme un orchestre circadien, avec une horloge principale, schématisée ici par le chef d'orchestre, et des horloges périphériques qui sont schématisées ici par les musiciens. Et vous comprenez bien que s'il manque le chef d'orchestre, il va y avoir des difficultés, et s'il manque certains musiciens, il va y avoir des difficultés de coordination également. Alors, comment est organisé ce système? Il est organisé autour de 3 grandes parties. La première partie, l'entrée du système, ce sont les variations périodiques de notre environnement. Puis, nous avons l'horloge principale qui est schématisée. Si ça marche, l'horloge principale et les horloges secondaires. Et enfin, à la sortie du système, un ensemble de rythmes biologiques qui vont établir et qui vont être absolument fondamentaux pour optimiser notre physiologie. Les variations périodiques de l'environnement, vous le voyez schématisé ici, la variation la plus impactante pour le système circadien, c'est l'alternance de la lumière et de l'obscurité. On sait même depuis quelques années qu'il existe un système spécifique avec des photorécepteurs spécifiques qui ne sont pas les cônes et les bâtonnets que l'on connaît depuis longtemps, mais un système de photorécepteurs spécifiques qui est entièrement dédié à la synchronisation de l'horloge biologique par les variations périodiques de l'environnement et par l'alternance lumière-obscurité. À côté de ces synchroniseurs dits photiques, donc liés à la lumière, nous avons également un ensemble de synchroniseurs non photiques, comme par exemple les influences métaboliques, l'heure du repas, la composition de notre repas, ou encore des influences liées à l'activité physique qui vont également apporter des informations à nos horloges biologiques. Et enfin, tout ça, ça va concourir à synchroniser cette horloge biologique principale sur exactement 24 heures et ça va aboutir à l'établissement d'un ensemble de rythmes biologiques dont je vous ai déjà donné des exemples. Ici, j'ai reproduit le rythme de mélatonine, de température interne ou encore le rythme de cortisol, l'hormone du stress qui a également un rythme biologique très très puissant et très bien établi.
Alors, quel va être finalement l'impact du travail de nuit, l'impact d'une perturbation de ce système? Parce qu'il s'agit bien de ça, le travail de nuit va perturber entièrement l'organisation du système circadien. Alors voilà ce qui se passe en cas de travail de nuit. L'organisme va être soumis à des conflits. Un premier conflit entre les informations qui parviennent à l'horloge centrale et qui parviennent de notre environnement, donc ici la lumière, le repas, le moment du repas, et un deuxième conflit entre les informations que va transmettre l'horloge principale aux horloges périphériques. Et l'ensemble de ces conflits va aboutir à ce que l'on appelle des états de désynchronisation. Ça veut dire que nos rythmes biologiques ne seront plus en phase les uns avec les autres. Et ce sont ces états de désynchronisation, entre autres mécanismes, mais qui sont principalement actuellement suspectés comme étant à l'origine des perturbations et des symptômes et des pathologies en lien avec le travail de nuit. Alors, quels sont les effets connus aujourd'hui du travail de nuit? Pour répondre à cette question, on peut réaliser différentes études, soit des études de laboratoire, soit des études de terrain, en observant ce qui se passe dans la réalité. Je vous ai mis ici Michel Siffre, qui a été un des premiers, un sismologue, qui a été un des premiers à soumettre son organisme à un ensemble de mesures afin d'étudier l'impact de l'environnement sur sa biologie rythmique. Il descendait périodiquement dans des grottes pour s'isoler, etc. Depuis, on sait reproduire ça en laboratoire, bien sûr. On peut étudier des modèles cliniques. Je vous ai mis ici un petit schéma pour évoquer les non-voyants, qui sont un modèle clinique de choix pour étudier l'influence de la lumière, par exemple, sur l'horloge biologique, ou encore on peut faire des études épidémiologiques en entreprise, en étudiant des travailleurs de nuit sur le terrain. L'ensemble de ces études ont été synthétisées dans un rapport scientifique récent qui a été publié par l'ANSES en 2016 et qui a fait le point sur l'ensemble des risques sanitaires auxquels étaient exposés les travailleurs de nuit. Alors, les effets sanitaires étudiés étaient les effets sur le sommeil, la somnolence et les performances, les effets sur la sphère cognitive, la santé psychique, les troubles métaboliques, les pathologies cardiovasculaires et bien sûr les cancers. L'ANSES a donc classé les effets liés au travail de nuit en 3 grandes catégories. Les effets avérés, ça veut dire qu'on avait suffisamment de littérature et des preuves épidémiologiques et mécanistiques puissantes pour conclure à un effet avéré du travail de nuit sur la qualité et la quantité de sommeil, une qualité réduite et une quantité de sommeil réduite également sur les 24 heures, un effet avéré sur la somnolence et un effet avéré sur le risque de syndrome métabolique. Des effets probables sur les performances cognitives, sur la santé psychique, le risque d'obésité et de surpoids, sur le risque de diabète, le risque de maladie coronarienne et sur le risque de cancer, notamment les cancers du sein chez la femme. Et enfin, des effets possibles, où là, on avait beaucoup moins d'évidence scientifique, mais quand même des suspicions, notamment grâce à certaines études expérimentales chez l'homme et chez l'animal, avec des effets possibles sur les anomalies des lipides sanguins et sur les risques d'hypertension artérielle et d'accidents vasculaires cérébraux. Parallèlement aux effets sanitaires, le rapport de l'ANSES a également identifié des effets sur la sinistralité, avec une fréquence et une gravité des accidents du travail survenant la nuit qui étaient généralement augmentées, et avec des effets, bien évidemment, sur la vie sociale et familiale, avec une limitation de la vie sociale, des déséquilibres dans le fonctionnement familial et souvent une diminution de la qualité des relations parents-enfants. Actuellement, bien sûr, il y a des recherches en cours sur cette thématique. Notamment, a été publié cet été, au mois d'août, un rapport américain qui a refait le point sur les effets cancérigènes probables du travail de nuit et qui réaffirme cet effet probable avec identification et de mécanismes physiopathologiques de mieux en mieux identifiés, notamment via une exposition différente à la lumière et donc une altération de certains gènes horloges avec des effets sur la sécrétion de mélatonine. Donc ce rapport vraiment identifie et décortique pas mal de mécanismes physiopathologiques probables. Une réactualisation en cours de l'alerte du CIRC qui vous a été évoquée en introduction. Le CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé le travail de nuit comme étant probablement cancérigène en 2007, vient de débuter une réactualisation de cette classification. Pareil cet été au mois d'août. Quelle prévention? Alors, comment on va se servir de l'ensemble de ces connaissances scientifiques pour faire de la prévention sur le terrain? La première prévention, ça a été dit à l'instant dans le cadre de l'exposé sur le cadre juridique, c'est de rappeler le Code du travail.
Le recours au travail de nuit se doit d'être exceptionnel, etc., etc. Je ne vais pas reciter le Code du travail. Si on ne peut pas supprimer le travail de nuit, il va falloir privilégier la prévention primaire. La prévention primaire, c'est agir sur le système horaire afin de limiter la désynchronisation circadienne et de limiter la dette de sommeil. C'est de favoriser donc la récupération de cette dette de sommeil et de concilier au mieux la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. L'ensemble de ces méthodes organisationnelles de prévention primaire vous seront largement exposées au cours de la journée à travers les témoignages concrets d'entreprises. Agir sur le contenu du travail également, à savoir qu'il est peut-être opportun de s'interroger si les tâches les plus pénibles ne peuvent pas être situées plutôt en début de nuit qu'en fin de nuit, etc., etc. En prévention secondaire, on va sensibiliser les salariés exposés au travail de nuit à l'hygiène de sommeil et à la diététique. Et enfin, on peut avoir une action sur les parcours professionnels et la gestion des ressources humaines afin de maîtriser la durée d'exposition des salariés. L'ensemble de ces données que je viens de vous exposer vous sont récapitulées dans une brochure toute récente de l'INRS dont vous avez les références sur cette diapositive et qui reprend également les principaux messages de prévention. Vous trouvez cette brochure sur la table documentaire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Weibel.